Bonjour et bienvenue dans cette formation sur connaître ses manières d'apprendre et ses habitudes d'apprentissage. Pourquoi cette vidéo? Parce que apprendre à apprendre, ça s'apprend. Ça paraît un petit peu parfois surprenant parce qu'on se dit mais apprendre c'est quelque chose qui va se faire un peu naturellement, mais au fond il y a toute une pédagogie qui sous-tend ça, il y a tout un ensemble d'habitudes qui sous-tend ça, et je pense que c'est toujours extrêmement intéressant pour chaque personne de comprendre c'est quoi mon profil d'apprentissage, c'est quoi mes habitudes d'apprentissage, c'est quoi les meilleurs moyens que je peux avoir, moi, pour apprendre quand je suis dans une volonté de transformation, de changement, évidemment, d'apprentissage. Donc, tout d'abord, pourquoi on choisit d'apprendre et pourquoi c'est nécessaire tout au long de la vie? Effectivement, je pense que l'apprentissage, il est là à chaque instant de notre vie, quand on est enfant et qu'on apprend à lire, à écrire, à parler, à marcher, puis quand on fait des études, et même quand on devient effectivement un adulte, la vie change, les choses changent, et c'est pour ça qu'on a sans cesse besoin d'apprendre, et c'est pour ça notamment que je pense qu'on a aussi besoin de développer nos compétences transverses, et à savoir nos capacités d'apprentissage. Plus on les connaît, plus on les maîtrise, plus on va être en capacité de s'adapter et d'évoluer à travers le temps et les évolutions de la vie. Donc, une des premières choses pour apprendre, c'est quoi? C'est faire évoluer ses compétences, ses connaissances et ses savoir-faire. Et pour changer cette connaissance, en fait, il va falloir l'apprendre. Parce qu'il y a des choses, en fait, qu'on connaît déjà, mais au fur et à mesure, on a besoin, parce que le monde change, de développer de nouvelles connaissances. Et c'est ça, en fait, c'est à ça que ça sert d'apprendre, c'est sans arrêt être en capacité d'évoluer et de se développer. Et au fond, une des premières choses qui est importante de comprendre, c'est qu'effectivement, il faut choisir d'apprendre. Ça paraît un peu bête et simple en le disant comme ça, mais au fond, pourquoi c'est tellement important? Cette notion de choix, c'est qu'on ne subit pas un apprentissage. À chaque fois qu'on ne veut pas apprendre quelque chose puis qu'on nous le force, c'est souvent extrêmement difficile à faire. Parce que, alors ça ne veut pas dire que parfois on doit apprendre des choses qu'on n'a pas trop envie, puis c'est là où connaître nos habitudes et nos méthodes vont nous faciliter cet apprentissage, mais ça veut dire que je dois choisir de le faire. Parce que d'autant plus quand c'est difficile, si je ne choisis pas de le faire, ça va devenir encore plus compliqué. Et au fond, l'apprentissage, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que c'est bien un acte volontaire. C'est ce qui va vraiment nous permettre de nous mettre en action et en dynamique. Donc, choisir d'apprendre, c'est tous les moyens et les outils qui sont à notre disposition, observer, écouter, répéter. Mais ça, je vais y revenir au fur et à mesure de cette formation pour vous expliquer vraiment, effectivement, comment on peut mettre en scène une fois qu'on a choisi d'apprendre. Alors, comment est-ce qu'on apprend? Il y a différentes théories, on va dire, sur le sujet, qui ont été présentées par les experts. Il y a une théorie qui existe, qui est la théorie de Dell, Edgar Dell, qui est un chercheur qui date de 1967, voilà, je vérifie dans mes notes, c'est ça, 1967. Le modèle que je vais vous présenter, c'est un modèle qui a été pas mal remis en cause de par sa validité scientifique, puisque Dell a mené des expérimentations un peu empiriques. Là, c'est un petit peu du jargon scientifique, mais en gros, il y a des gens qui disent ok, il développe une théorie qui n'est pas inintéressante, mais dont on ne peut pas nécessairement vérifier l'ensemble des pourcentages. Mais en gros, néanmoins, tout le monde est d'accord pour dire que ça, ce sont bien les méthodes d'apprentissage diverses et variées qui existent. C'est les pourcentages que Dell préconise et propose qui peuvent être un peu remis en question. Et puis, on va y revenir une fois que je vous aurai présenté le modèle de Dell, mais on va voir qu'on peut aller un peu plus loin que ça pour comprendre en fait les méthodes d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que Dell dit? Lui, il va présenter en fait le taux de rétention d'un apprenant 24 heures après un cours, suivant une méthode pédagogique. Donc, en gros, il a à des personnes appris les choses d'une certaine manière et ensuite il regarde quel niveau de rétention a la personne 24 heures plus tard. Donc, les cours magistraux, c'est-à-dire vous êtes dans un amphithéâtre puis quelqu'un vient dispenser un cours, souvent ce sont des grands amphithéâtres, il y a beaucoup de monde, ce qu'on appelle 5% de rétention d'information. La lecture, quant à elle,
nous permet déjà 10% d'information. L'audiovisuel, donc des vidéos telles que celle-ci, on est déjà à 20% de rétention d'informations. La démonstration, c'est-à-dire qu'on va faire une expérimentation, on va mettre en scène la chose, 30%. Le groupe de discussion, 50%. L'apprentissage par la pratique, 75%. Et enseigner aux autres, 90%. Donc on voit bien que plus on va être investi dans l'apprentissage, moins on va être passif, plus effectivement on va retenir les choses. Et ça, c'est quand même un peu une règle qui est à respecter. Néanmoins, en fonction de qui nous sommes, et c'est pour ça que dans un deuxième temps, je vais vous aider à comprendre un petit peu qui vous êtes et comment vous fonctionnez dans vos apprentissages, vous allez voir qu'on a des facilités sur un bord et sur un autre. Et c'est pour ça que ce modèle est notamment remis en cause, parce que ce qui est valable pour l'un n'est pas nécessairement valable pour l'autre. Donc, on va avoir des facilités de rétention. Il y a des gens pour qui, avec une lecture, ça ne va pas être 10%, ça va être peut-être beaucoup plus. Et puis d'autres, l'apprentissage par la pratique, ça va peut-être pas être autant, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des débats, on va dire, autour de ça. Néanmoins, je pense que c'est un modèle qui est intéressant d'avoir en tête et de repérer un peu où est-ce qu'on peut se situer à l'intérieur de ce modèle. Donc, c'est d'ailleurs, je pense, moi, le vrai enjeu en fait dans l'apprentissage, c'est qu'effectivement, souvent, on va essayer de coupler en fait les méthodes d'apprentissage. C'est pour ça, par exemple, que moi, quand j'ai créé cette plateforme, effectivement, il y a les cours vidéo tels que vous êtes en train de le suivre là, mais il y a aussi également des PDF qui vont vous permettre de lire et d'avoir un petit peu l'essentiel de ce que j'ai pu dire dans la vidéo. Mais vous allez aussi, à chaque fois, en général, avoir des petits exercices, des invitations au passage à l'action, de manière, effectivement, aussi à avoir un exercice par la pratique pour aller plus loin, en fait, dans la rétention des informations et la transformation et le passage à l'action, en fait, tout simplement, quoi. Donc moi, une des clés, au fond, pour faciliter et intégrer un apprentissage, c'est la pluralité des moyens pédagogiques qu'on va mettre au service de ça. Alors, ensuite, une chose qui va être intéressante à comprendre, c'est les 4 piliers de l'apprentissage. Puisqu'au fond, l'apprentissage va reposer en fait sur 4 grands piliers. Moi, c'est une théorie que j'aime bien. Ça, c'est une théorie qui a été développée par Stanislas Dehaene, qui est psychologue cognitiviste et neuroscientifique. Et donc, c'est quelqu'un qui a vraiment montré que pour réussir et faciliter un apprentissage, il y a 4 points extrêmement importants. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre et ça paraît presque comme une évidence. Le premier point, c'est l'attention. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si je ne suis pas attentif lors d'un apprentissage, je vais avoir du mal à retenir l'apprentissage. Puis, ça paraît comme évident comme ça, mais je ne sais pas si vous avez regardé, moi j'ai fait une petite vidéo que j'invite tout le monde à avoir vue, qui c'est du bon usage de la pratique, dans lequel, en fait, justement, j'insiste sur cet aspect d'attention. Qu'est-ce que ça veut dire en arrière? Et vous ne savez pas de quoi je parle si vous n'avez pas regardé la vidéo, bien évidemment. Mais si vous l'avez regardée, vous savez de quoi je parle. Bravo à vous. Mais autrement, ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, souvent, quand on est derrière son écran, chez soi, puis qu'on se dit, tiens, je vais regarder une vidéo, je vais me faire un petit temps de formation, on a le téléphone portable d'un côté, parfois la télé allumée de l'autre, les enfants qui circulent en pagaille, le conjoint qui vient et qui vous dit, ah bah tiens, au fait, je passe à la boulangerie, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Donc en fait, on peut avoir énormément d'éléments parasites. Et moi, ce que je préconise et ce que je conseille, et c'est ce que développe en fait cette théorie, si on veut être attentif, il va falloir créer un espace d'attention. Donc le téléphone portable, il est mis de côté ou il est sur avion. Les enfants, la famille, les conjoints, on s'est enfermés dans une pièce, on a expliqué à tout le monde que là, c'était un temps de formation et qu'on ne souhaitait pas être dérangé. On n'a évidemment pas allumé la télévision. En fait, on va avoir veillé à avoir un cadre calme, propice, reposant, dans lequel je vais pouvoir être attentif à ce qui est en train de se passer, pour être concentré sur la chose. Et au fond, c'est dans ces formes d'apprentissage, ça nous paraît parfois difficile à faire. Moi, je vais faire le parallèle avec le sport. Quand vous faites une pratique sportive, que vous le fassiez chez vous en regardant des vidéos de cours ou que vous le fassiez dans une salle, a priori, vous n'avez pas le téléphone portable, vous n'êtes pas en train de parler avec le voisin, quoi que ce soit. Sinon, vous n'êtes pas attentif, puis vous avez du mal avec la pratique sportive. Soyez bien conscient que les apprentissages ici, sur les compétences transverses ou d'autres que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas attentif, vous aurez énormément de mal à faciliter l'apprentissage. Donc, en gros, l'attention, ça demande d'être là, d'être présent, d'être centré pour faciliter cet apprentissage. Le deuxième point, c'est l'engagement actif.
L'engagement actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis là, je suis présente, puis j'ai respecté tous les points que j'ai abordés dans l'idée d'être attentif, ben, en fait, ça ne va pas suffire. L'engagement actif, ça veut dire aussi qu'il va falloir que je sois pleinement présente, que je sois pleinement actif et conscient dans mon envie et dans mon idée d'apprendre. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure dans le fait de choisir. Ça veut dire que je choisis d'être là et que je vais m'engager dans cette formation. Donc en gros, moi je vous conseille d'avoir un papier, un crayon, un bloc-notes et puis effectivement de noter pas nécessairement ce que je suis en train de dire ou les apprentissages, vous avez les PDF qui vont vous aider à ça, mais peut-être une idée, une pensée, tiens, quand elle dit ça, ça me fait penser à ça. Tiens, quand elle aborde tel aspect, ça me fait penser à ceci ou à cela. Et c'est ces éléments-là, c'est comment ça résonne chez vous, comment ça vous impacte, qui va effectivement, en prenant des notes, en s'ancrant, en interagissant entre guillemets avec le contenu, que ça va vous permettre effectivement d'ancrer davantage vos apprentissages. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment parfois à ne pas hésiter à faire pause, à prendre un temps, à prendre des notes, à revenir, à réécouter s'il faut un passage, etc. de manière à vraiment saisir l'ensemble des choses, puis à faire les exercices qui sont préconisés dans les PDF, de manière toujours à construire et à être dans cet engagement actif pour apprendre. Le troisième point, c'est le retour sur l'erreur. Souvent dans l'apprentissage, il y a un point qu'on peut négliger, c'est le retour sur l'erreur, puisque en fait l'erreur est une grande source d'apprentissage. À chaque fois qu'on fait une erreur, on se donne la possibilité d'apprendre. Si on revient sur notre erreur, puis qu'on commence à l'observer, à l'analyser, puis à regarder ce qui s'en joue. Bien évidemment, ça va demander de la bienveillance, de la confiance et du non-jugement de notre part, pour pouvoir, et parfois de la part des autres d'ailleurs aussi au demeurant. Je ne vais pas aller plus loin sur la notion de le retour sur l'erreur, puisque en fait j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ce sujet qui s'appelle « Se donner le droit à l'erreur ». Donc pour les personnes qui ont envie qui se retrouvent dans cette situation de se dire moi je reconnais que j'ai un petit peu du mal à me donner le droit à l'erreur, je vous invite à aller regarder cette vidéo parce que je propose beaucoup de contenu et de passage à l'action et de prise de conscience pour pouvoir accepter ou transformer effectivement cette difficulté en une force et la capacité à se donner le droit à l'erreur. Donc, le quatrième point, c'est la consolidation. Donc la consolidation, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai été attentive, si j'ai été engagée, si j'ai parfois du retour et du feedback sur mes erreurs pour continuer à apprendre, à un moment, comment faire en sorte que cet apprentissage il soit pérenne et durable? Et c'est cette phase, en fait, qu'on appelle la consolidation. C'est le moment où, effectivement, je vais avoir intégré vraiment dans mon quotidien, dans ma vie, dans mes habitudes, l'apprentissage en question. Et consolider, en gros, ça veut dire répéter. Si effectivement, je ne prends pas le temps de répéter l'apprentissage que je veux avoir, je ne saurais jamais le faire ou je saurais très mal le faire. Ou je serais toujours débutant finalement dans cet apprentissage. L'enjeu de la consolidation, c'est d'en faire quelque chose qu'on est capable d'appliquer de manière inconsciente. Donc en gros, le seul moyen pour arriver à une automatisation, c'est la répétition. Et c'est bien parce qu'on fait et qu'on refait que notre apprentissage va être solide et maîtrisé. Et ça va permettre une autre chose, une fois que notre apprentissage il est solide et maîtrisé et qu'il est consolidé finalement, qu'est-ce que ça va permettre? Tout simplement la place et l'espace dans notre cerveau, dans notre corps, dans notre entité pour être capable d'aller acquérir un nouvel apprentissage. Alors, c'est pas qu'on peut pas apprendre deux choses en même temps, mais forcément, si on a consolidé un apprentissage unique, effectivement, c'est plus simple ensuite d'aller sur un autre parce que notre esprit n'est déjà pas occupé à apprendre une chose. Donc, par rapport, par exemple, à cette plateforme sur les compétences transverses, moi, je vais vous inviter, évidemment, parfois à réécouter, voire réécouter. Pas, 3 fois dans la semaine, ça n'aurait aucun sens. Mais peut-être l'écouter un mois, puis l'écouter le mois d'après, ou dans 3-4 mois, etc. Revenir sur ces contenus, se dire, ok, j'ai entendu, mais où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça a avancé? Est-ce que ça a cheminé? Est-ce que c'est consolidé un peu? Parce que c'est ça qui va vous permettre de voir comment vous cheminez par rapport à l'apprentissage que vous êtes en train de faire. Et puis, il y a des choses, c'est vraiment intéressant presque de les revisiter à tous les ans, de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai cheminé par rapport à ça? Donc, il y a des choses comme ça, plus on va les faire et les refaire,
parce qu'on va avoir aussi d'autres apprentissages. Les compétences transverses, c'est tout un ensemble de savoir et de savoir-faire et de savoir-être. Et pour développer nos compétences, nos capacités à l'action, comme elles sont toutes un petit peu interconnectées, s'il y en a une qui bouge, l'autre risque de bouger également. C'est pour ça que c'est intéressant de faire et refaire, parce que c'est ça qui va consolider en fait le sujet. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu la pédagogie, les piliers de l'apprentissage, etc., et déjà ça vous donne un petit peu des idées de comment peut-être vous fonctionnez au regard de tout ça, on va vraiment aller se consacrer justement à connaître sa manière d'apprendre. Parce qu'effectivement, il y a les théories, il y a ce qu'on en dit, il y a ce que la science en dit, il y a ce que les chercheurs ont pu en dire, mais il y a aussi, et puis les bonnes pratiques, mais il y a aussi évidemment comment moi je me situe à l'intérieur de ça, c'est quoi mes manières d'apprendre à moi, mes bonnes habitudes, mes bonnes pratiques, et effectivement les théories, ça nous permet de comprendre, puis de poser des choses, puis de répondre à un certain nombre de questionnements, mais effectivement aller creuser à l'intérieur de soi pour se dire, bah tiens, et moi comment je fonctionne, c'est quoi qui fonctionne vraiment avec moi, ça va être évidemment la clé de cette seconde partie. Donc déjà, je vais vous proposer un petit exercice assez simple, on va dire, de répondre à quelques questions que je vais vous présenter ici. Donc n'hésitez pas à faire pause au milieu de la vidéo pour répondre aux questions. Si vous préférez aller au bout de cette vidéo puis répondre aux questions après, évidemment, libre à vous de le faire comme bon vous semble. Mais j'insiste sur le fait de ne pas juste écouter la vidéo et vraiment de faire des applications. On se rappelle, on est dans un cours pour apprendre à apprendre et connaître ses habitudes. Puis ça, c'est une manière de consolider nos apprentissages, comme je vous l'ai dit. Donc, comment est-ce que vous appreniez quand vous étiez jeune? Si vous revenez de quand vous étiez à l'école, quand étaient les choses, comment ça fonctionnait pour vous? Moi, je peux vous dire une chose, c'est que une des manières que j'avais d'apprendre, c'était vraiment d'aller en cours. Moi, si je n'avais pas été en cours, c'était très compliqué de retenir. Et puis, il y avait aussi vraiment ce besoin chez moi de relire mes cours. Donc, j'avais besoin de l'audition et de la lecture. Ça, c'était vraiment 2 points clés pour moi. Et c'est vraiment de cette manière que je pouvais apprendre. Les fiches là, résumées, là, ça n'a jamais marché sur moi, par exemple. Je sais qu'on le préconise souvent comme pour apprendre, de vous faire des petites fiches mémo. Moi, ça n'a jamais marché. Je faisais des fiches mémo, mais comme j'ai un bel esprit de synthèse, quand je lis mon cours, je retiens l'essentiel. Mais si j'ai fait une synthèse, je vais retenir l'essentiel de la synthèse. Donc en fait, je retiens de moins en moins d'informations. Donc ça n'a jamais été quelque chose qui a fonctionné pour moi. Et pourquoi? Tu sais, je vous donne cet exemple, c'est que vous voyez bien, c'est qu'il faut faire attention parce que parfois, quand on lit les bonnes pratiques, il y a des choses pour nous, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, ça veut dire que c'est pas une bonne chose pour nous. Puis ça marche très bien pour d'autres gens, tant mieux, quoi, tu sais. Mais essayez de repérer quand vous étiez petit, quand vous aviez des leçons, des devoirs, des choses, etc., comment ça matchait pour vous? Une autre petite question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez fait des formations récemment? Et c'est quoi les manières, les formules qui fonctionnent le mieux pour vous? Moi, je reconnais que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de formations en ligne. Pas tellement à cause de la Covid, là, qui est passée chez nous et en arrière, mais vraiment, j'ai commencé à m'y mettre parce que c'est vrai que j'habitais un peu loin de tout, que j'avais pas nécessairement le temps et la possibilité d'aller me déplacer pour faire les formations. En plus, tout ça rajoute des frais d'hébergement, des frais de déplacement. Donc c'est vrai que les formations qu'on peut faire de choix, je trouvais ça extrêmement intéressant. Donc j'en ai fait beaucoup, de plein de manières, en achetant des programmes, en allant sur des MOOC et des plateformes gratuites. Et c'est vrai que moi j'aime bien. Alors ça demande un petit peu de rigueur. C'est sûr que moi je me mets ça à mon horaire, de manière à pouvoir suivre les cours et les formations que j'ai envie de faire. Mais je reconnais que j'aime ça. Puis j'aime bien quand il y a un petit peu des exercices, des mises en pratique pour aller un peu plus loin dans la démarche. Tout va dépendre de mon objectif, évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment qu'apprendre c'est facile ou c'est difficile pour vous? Ça, c'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Est-ce que j'ai l'impression que moi j'apprends facilement? Ça, c'est un peu en lien avec le fait de ce qu'on a pu vivre parfois aussi à l'école, où on nous a dit qu'on n'était pas bon, qu'on n'était pas compétent, qu'on ne savait pas apprendre, etc. Donc parfois, on a acheté cette idée que c'est difficile pour nous d'apprendre. Puis c'est pas incorrect, mais faut comprendre que, tu sais, c'est pas, on apprend tous d'une manière ou d'une autre.
Et tu sais, quand parfois c'est difficile pour nous d'apprendre ou que l'école nous a amené à penser ça de nous, c'est parfois juste que on n'avait pas les bonnes méthodes d'apprentissage, on ne s'était pas entouré des bonnes choses, des bonnes affaires, des bonnes pratiques. Et donc c'est vraiment important de connaître ça parce que c'est ça qui va vous permettre. Moi je pense que j'ai toujours eu un apprentissage assez facile, mais j'avoue que j'ai toujours aimé apprendre, quoi. Donc j'ai eu quand même cette grande chance. Alors, on va partir maintenant à un autre point dans nos manières d'apprendre. C'est une présentation en fait des différents profils qui peuvent exister pour comprendre un petit peu de quel profil ou de quelle tendance je peux être. Donc, on a notre ami, le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est la personne qui va effectivement bien faire et qui va souhaiter faire les choses de façon parfaite, exemplaire. Il aime tout savoir, il aime tout connaître et effectivement, c'est la personne qui déteste en général faire des erreurs. Notre ami, le perfectionniste, moi, c'est pas, en termes d'apprentissage, c'est pas tellement, j'ai jamais eu ce sentiment de perfectionniste, ça m'a pas particulièrement habité. Ensuite, on a l'intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui aime savoir, qui aime connaître, qui a besoin de développer des propos, d'aller au fond des choses, il va vraiment s'intéresser pour comprendre et il va vraiment aimer apprendre. Comme je vous le disais, moi j'adore apprendre, moi je suis l'intellectuel. J'aime ça, j'ai fait des tas d'études, j'ai fait des tas de formations, je me forme en permanence, j'adore ça apprendre, j'ai l'impression que ça ne cesse de m'enrichir et de me faire grandir et donc il y a un vrai plaisir à ça. Moi c'est sûr que ça c'est un profil qui m'habite. Le rebelle. Alors le rebelle, il n'est pas trop aimé en général parce que c'est celui qui va s'opposer au formateur, qui va aller remettre les choses en question, qui va aller parfois dans la confrontation, voire carrément l'opposition. Il a besoin un peu de toucher aux limites, de voir un petit peu dans quel cadre ça se situe. Donc effectivement, c'est un profil qui parfois peut être un peu tonique dans les écoles ou dans les centres de formation. Et souvent, c'est pas le grand ami des formateurs, mais pourtant, on peut être un rebelle, tu sais, dans le respect de l'autre. Il faut comprendre que c'est ce besoin un peu de confronter les idées, puis peut-être de se faire un petit peu l'avocat du diable. Mais si vous portez ça, tu sais, ne vous remettez pas tant en question, faites-le avec respect, parce que c'est aussi un moyen d'apprendre, d'aller se confronter, d'aller dans les limites de l'autre pour voir, tu sais, comment moi je me situe et comment je peux intégrer ces savoirs à l'intérieur de moi, quoi. Le dynamique, c'est celui qui est actif, c'est celui qui pose des questions, il a envie vraiment d'aller préciser des choses, il va s'intéresser, il va être vraiment un petit peu dans le tac au tac et il va avoir aussi besoin de passer à l'action pour pouvoir faciliter ses apprentissages. Donc, moi, je suis pas trop dans ce profil-là. Je suis pas vraiment la personne qui va aller poser des questions au tac au tac. Ça peut m'arriver d'avoir les questions, mais c'est souvent dans un deuxième temps parce que j'ai approfondi. Tu sais, on se rappelle, mon profil est plus intellectuel. Alors, ensuite, on a notre ami l'aimable. Alors, l'aimable, c'est celui qui est poli, qui est bien élevé, qui a envie d'établir une relation avec le formateur. Il a besoin dans une relation de confiance pour apprendre. Donc, effectivement, il va vraiment davantage apprendre pour faire plaisir aux autres que pour l'enseignement même. Donc, c'est vrai que lui, il a vraiment besoin de se sentir dans un entourage et d'avoir de l'attention pour faciliter ses apprentissages. Si vous faites partie de ces gens-là, veillez à choisir des formateurs, des cadres, des habitudes qui sont confortables et agréables. Faites ça parfois en groupe, etc. Ça peut faciliter en fait les choses pour apprendre. On a ensuite l'émotionnel. L'émotionnel, lui, effectivement, c'est quelqu'un qui va passer par le sensible. Il a besoin effectivement que son apprentissage soit senti, soit ressenti, que c'est ait du sens sur différents plans et différentes dimensions pour pouvoir intégrer le savoir. Souvent des esprits assez créatifs qui aiment un peu se différencier des autres. Moi, j'avoue que je porte aussi beaucoup l'émotionnel en moi. J'ai besoin que tous mes apprentissages soient sentis et ressentis. Sinon, ça reste comme un peu dans ma tête, puis j'ai du mal à l'intégrer, à le comprendre, à en parler, à l'expliciter. Ça fait pas vraiment sens. C'est pas que je suis pas capable d'apprendre, mais c'est un peu un enseignement qui est plat et qui est pas vraiment intégré et consolidé, quoi. Donc, regardez si vous portez ça. Et puis, on a l'enthousiaste. Alors, l'enthousiaste, c'est celui qui aime apprendre, qui va être dans la joie de découvrir à chaque fois qu'il apprend, qu'il comprend quelque chose. Il va être assez excessif, exubérant. Il va aimer ça
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc effectivement, le cas de la discipline, c'est pas toujours sa came, effectivement, ça peut être un ami du rebelle, mais vous voyez avec quelque chose de très différent, il va pas être dans la compétition, mais c'est l'enthousiasme, c'est le plaisir. Moi je peux porter un petit peu ça, j'aime ça apprendre, tu sais, quand je découvre un nouveau truc, je peux être un petit peu exubérante dans ma manière de faire, puis il y a quelque chose d'enthousiasmant à ça. Donc voilà, au regard de ce que je viens de vous présenter, je vais vous inviter à faire pause, à prendre un moment ou à aller tout à l'heure regarder votre PDF pour vraiment vous dire, ok, par rapport à ces 7 profils-là que je vous ai présentés, où est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que c'est dans le perfectionniste, le dynamisme, le rebelle, l'émotionnel? Peu importe, mais essayez de repérer votre dominante ou vos 2 ou 3 points dominants. Évidemment qu'on peut être un peu partout. On n'est pas tout l'un ou tout l'autre, puis ça va dépendre des moments, des contextes, des situations, puis on peut porter un peu différentes choses, mais essayez de repérer vraiment le profil ou les 2 ou 3 profils dominants. Ça va vous donner un petit peu déjà une idée de ce qui est important pour vous dans votre profil d'apprentissage. Alors, ensuite, il y a également un profil de motivation. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui nous motive à apprendre et qu'est-ce qui nous pousse, en fait, dans une démarche d'apprentissage. Et là, il va y avoir 4 profils, en fait, qui se dégagent. Le premier profil, c'est finalement, est-ce que je vais apprendre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment savoir pour savoir. Ils veulent qu'à chaque fois qu'ils soient dans une formation, ils apprennent quelque chose. Donc, si l'apprentissage a lieu qu'ils ont appris quelque chose, ils vont être contents. Ça, c'est vraiment des gens qui apprennent pour apprendre. Moi, je ne crois pas que ce soit mon profil dominant, mais effectivement, et là, vous verrez dans les 4 profils de motivation, vous allez pouvoir vous trouver dans les 4. Encore une fois, je vais vous inviter à vous dire c'est quoi ma dominance. Évidemment que moi, j'apprends pour pouvoir apprendre quelque chose, mais je reconnais que c'est pas ça ma motivation première, de juste apprendre pour apprendre, tout simplement. Je vais avoir d'autres attentes un peu plus fortes que ça, même si évidemment ça en fait partie. Le deuxième point, c'est avec qui. Ça, c'est, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui est le formateur? Avec qui je vais apprendre? C'est qui la personne qui va présenter les cours? Est-ce que c'est un expert? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des diplômes? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, etc.? Qu'est-ce qui fait que je pense que c'est un bon formateur pour moi? Donc ça, moi, je peux vous dire, c'est un point important pour moi. Je ne vais pas me former avec n'importe qui, certainement pas avec la première personne venue. J'ai besoin de vérifier que la personne, elle a des savoir-faire, elle a des compétences qui vont faire que je pense qu'elle est en capacité de m'apprendre et de me transmettre des éléments importants. Parce qu'effectivement, moi, j'ai pas envie d'apprendre avec n'importe qui. Donc ça, c'est un des facteurs qui va être important pour moi. Mais vous verrez, ce n'est pas mon facteur dominant. Vraiment, suspense. Mais donc, et puis, avec qui, il y a aussi la notion de avec qui j'apprends. C'est qui mes pairs autour de moi, etc. Alors ça, évidemment, ça a plus de sens quand on est dans des formations en présentiel, etc. Parce que y a l'entourage, on n'a pas toujours le moyen de choisir. Mais effectivement, ça a quand même du sens. En même temps, on va se dire que des gens qui choisissent une formation, ils sont intéressés par le même sujet, donc entre guillemets, on va avoir des pairs qui sont un petit peu proches de nos envies, de nos besoins ou de nos sensibilités. Mais ça, c'est également un point qui va être important. Le troisième profil, c'est quelle utilité? En gros, c'est des profils de personnes qui se disent ok, cette formation elle a l'air intéressante, mais qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Est-ce qu'elle va être utile pour moi dans mon quotidien, dans ma vie? Est-ce qu'elle va m'aider à transformer des choses concrètement par rapport à un objectif précis? Moi, j'ai beaucoup ce profil-là. J'ai pu parfois dans ma vie le négliger, ce qui fait que j'ai pu prendre des formations puis sortir en disant ok, j'ai appris des choses, mais pas vraiment l'impression que ça va m'être utile dans ma vie au quotidien. Donc ça, maintenant, je fais quand même très attention. Donc, vous voyez comme c'est utile et pertinent de bien connaître ces profils d'apprentissage, parce que sinon, on se dit, oh tiens, ça a l'air sympa cette formation, tu sais, on le prend, puis on ressort un peu moyennement satisfait, parce que moi, apprendre pour apprendre, c'est moyennement de la satisfaction. C'est intéressant, mais vous voyez, c'est pas mon plus. Cette notion de l'utilité, elle est capitale pour moi. Donc, à quoi ça va me servir concrètement dans ma vie? Donc ça, c'est vraiment, c'est d'ailleurs un profil assez pragmatique. Moi, je vais vraiment porter ça, on peut se le dire. La quatrième motivation, c'est où ça se situe. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont avoir besoin de comprendre cet enseignement que je vais prendre, dans quel schéma, dans quel plan global il se situe.
En gros, si je prends l'exemple des formations qui sont dispensées ici, qui sont les compétences transverses, elles se situent dans quel ensemble, dans quel grand objectif? Elles se situent dans l'objectif, effectivement, de gagner en liberté dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle, de gagner en sérénité, de pouvoir, effectivement, mieux accompagner les changements que je vais vivre à mon niveau, au niveau des entreprises ou au niveau de la société. Donc, vous voyez qu'on est pris dans un grand ensemble qui va avoir une utilité et une situation à large spectre. Donc il y a des gens, ils ont vraiment besoin de comprendre dans quel grand schéma s'insère cette formation de manière à pouvoir y adhérer. Mais dans où ça se situe, il y a aussi l'aspect très opérationnel de où concrètement, est-ce que le lieu est agréable, est-ce qu'il est convivial, dans quel cadre a lieu la formation. Donc ici, évidemment, c'est une plateforme, mais c'est pareil, dans les plateformes de formation, il y en a qui sont plus ou moins agréables, donc ça, on se sent plus à l'aise. Plus on est sensible à ça, plus effectivement cet environnement va être important pour ces personnes-là à regarder, tout simplement, quoi. Donc, à nouveau, effectivement, je vais vous inviter à faire pause et effectivement à aller regarder, à vous dire, ok, où est-ce que je me situe? Donc, vous avez vu, on peut se situer à plusieurs endroits en même temps. Mais moi, là, je veux vraiment vous dire, allez, en votre âme et conscience, dites-vous, c'est quoi ma dominante à moi? Où est-ce que finalement, je me sens peut-être mon plus, quoi, mon numéro un? Moi, je vous l'ai dit, moi, je pense que c'est vraiment l'utilité de la formation qui serait mon numéro un. Et en numéro 2, j'aurais avec qui? Voilà, donc faites votre petite introspection et puis notez ça. Et puis, comme je vous dis, si vous le refaites dans quelques temps, peut-être que vous verrez que ça a évolué, que les choses ont un petit peu changé parce que vous avez pris conscience d'autres éléments, etc. Ou peut-être que vous vous direz, oui, ok, j'ai bien veillé à ça, puis je me sens plus solide, effectivement, aujourd'hui, de ce côté-là. Alors, un autre point, c'est les modes d'intégration. Les modes d'intégration, on en a un petit peu parlé quand on présentait en fait la pyramide de Dell et comment on apprend. Et là, en fait, on va définir 3 grands modes d'intégration qui sont effectivement l'aspect visuel. C'est-à-dire qu'en gros, on va apprendre par la vue, c'est-à-dire par la lecture, par l'observation, essentiellement. Mais c'est vraiment notre aspect visuel qui va nous aider en fait à retenir les éléments. Ça peut être en écoutant une vidéo, etc. parce qu'on va connecter visuellement avec les gens. C'est vraiment l'ensemble de ces éléments. Le deuxième mode d'intégration, c'est les auditifs. Donc il y a des gens qui vont être plus auditifs, c'est je vais plus apprendre en écoutant les choses. Plus je vais écouter, plus je vais entendre, plus je vais être en capacité de retenir des éléments d'information. On est bien d'accord que c'est l'ensemble de ces éléments qui font un tout. Mais on a en général un pôle d'intégration dominant qui est intéressant de reconnaître. Et enfin, il y a les kinesthésiques. Les kinesthésiques, c'est des gens qui vont apprendre par le faire, par l'expérimentation, par la manipulation. Donc, en gros, si je prends cette plateforme, par exemple, les visuels, ils vont pouvoir effectivement avoir accès aux PDF, avoir accès aux vidéos. Les auditifs, les vidéos vont être un plus énorme. Quant au kinesthésique, ça va être vraiment en fait tous les exercices et les mises en pratique que je propose dans les vidéos et qui sont repris dans les PDF qui vont nourrir en fait cet aspect-là. Donc vous voyez bien, que l'enjeu c'est comment on brasse tout ça. Mais c'est d'observer. Puis je peux vous dire que moi j'ai cru longtemps que j'étais plutôt une auditive parce que j'aime entendre les cours, etc. Mais je reconnais que je pense qu'une des choses qui est vraiment capitale chez moi, c'est le visuel en fait. Ma plus grande force, c'est ça. J'ai une très très grande force d'observation. Je retiens énormément les choses que je peux lire ou que je peux voir en fait. Et effectivement, là, j'aime bien être au cours. Puis c'est vrai que j'entends, mais surtout je vois en fait. Et c'est ça qui m'aide davantage à retenir, par exemple. Donc, c'est vraiment à nouveau à vous de voir. Donc, observez. N'hésitez pas à revenir parce que comme vous le voyez dans mon exemple, parfois on se dit tiens, ça paraît évident que c'est ça. Puis quand on analyse un peu plus loin, on se rend compte que en fait, peut-être que j'avais pensé que c'était ça, mais finalement c'est peut-être pas ça chez moi. Donc prenez un moment, puis notez vos réponses dans votre document de cours, puis dites-vous ok, c'est quoi mon mode visuel? Une fois que vous avez tout ça, en gros, vous avez un petit peu l'ensemble de votre réalité d'apprenant. Et donc, il vous reste plus qu'à mettre les bonnes actions en face pour apprendre. Donc, en tenant compte, évidemment, de votre identité, de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de votre motivation, de votre canal de motivation et d'apprentissage.
Et puis effectivement, en restant attentif, en vous engageant, en acceptant vos erreurs, afin de progresser, et évidemment en consolidant, c'est-à-dire en répétant, répétant, répétant. N'oubliez pas, apprendre, c'est un choix. Merci beaucoup de toute votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation. Au plaisir!